Lors d'une première session, nous avons essayé de définir un cadre théorique, législatif, institutionnel sur la question de la mobilité dans nos deux pays et sur l'évolution des politiques de mobilité. Nous avons aussi évoqué les moyens nécessaires pour mettre en œuvre une mobilité durable. La question étant, est-ce qu'une mobilité urbaine peut être durable? Lors du deuxième webinaire, nous avons essayé d'aborder le lien entre mobilité et planification urbaine, c'est-à-dire en fait comment les politiques d'aménagement de la ville influencent la mobilité. La session d'aujourd'hui, elle est dédiée à l'instrument que tout le monde connaît, qui s'appelle la voiture thermique notamment. Et la question est de savoir s'il y a des alternatives à la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui pour réduire l'impact environnemental et sanitaire de l'utilisation massive des voitures dans nos villes. Est-ce que la voiture électrique est la seule et la meilleure des solutions? Nous avons décidé pour cette session d'ouvrir à des regards universitaires et également à des regards un peu plus économiques avec des acteurs de la société civile et économique pour essayer d'avoir un panel d'opinions, je dirais, aussi large que possible. Je suis certain donc que nous aurons l'occasion d'avoir des points de vue argumentés sur cette question. Et je précise que la semaine prochaine, à la même heure, nous continuerons avec une thématique très proche qui est celle des transports publics, où on aura l'illustration des politiques de transport qui sont menées dans deux collectivités, à Nantes et à Cluj. Donc ça permettra, je crois, de faire le lien aussi entre ce qui va être dit aujourd'hui. Voilà. Donc, je laisse la parole à notre modératrice, Madame Miraela Negulescu, qui présentera les intervenants. Et je vous invite évidemment à ne pas hésiter à interagir en utilisant la fonction discussion, à éteindre vos micros. Mais bon, maintenant, vous l'avez fait tous. On est tous devenus des professionnels de ces moyens de communication à distance. Vous avez également, évidemment, une interprétation en français et en roumain. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue, une bonne écoute, beaucoup d'interactions. Et puis, évidemment, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine à la même heure pour la continuité de la discussion d'aujourd'hui. Je n'en dis pas plus. Miraela, vous avez la parole. Merci. Je vais parler en commun parce qu'il y a une traduction en concomitance, comme vous l'a dit Monsieur Giuliani. Există un buton virtual în partea de jos a... Il y a un bouton virtuel dans la partie basse de votre écran où vous pouvez sélectionner la langue que vous pouvez écouter. Je m'appelle Mihaela Negulescu, maître de conférence à l'Université d'architecture et d'urbanisme, et j'ai l'honneur d'être le modérateur de cette troisième édition du webinaire qui porte sur la mobilité urbaine et plus particulièrement sur l'efficacité énergétique. L'emploi des véhicules à brûlure interne, à combustion interne, à combustion fossile, associé avec les volumes de trafic motorisé de plus en plus importants, c'est l'un des défis avec lesquels nous nous confrontons, ce qui fait augmenter l'effet de serre et les changements climatiques qui sont de plus en plus inquiétants. La stratégie européenne récente pour l'avenir, ce que l'on appelle le Green Deal, qui continue la logique de l'accord de Paris conclu en 2015, souligne une fois de plus l'impératif d'adopter d'urgence des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle, et un autre objectif est d'atteindre la neutralité climatique de l'Europe jusqu'en 2050. Ces objectifs ne pourraient être atteints que par la décarbonisation de l'activité humaine et plus particulièrement par rapport à la thématique que l'on a aujourd'hui en débat, la décarbonisation de la mobilité urbaine.
La réduction de l'empreinte écologique des systèmes de déplacement dans cette logique de la durabilité devrait se faire tant en restructurant de manière modale les déplacements qu'en remplaçant graduellement les technologies de transport basées à combustibles fossiles polluantes. On les remplace avec les technologies de transport électrifiées, ce que l'on appelle les technologies vertes ou propres par rapport à l'environnement. Chers invités, spécialistes, dans la théorie et la pratique de ce thème vont nous informer aujourd'hui sur les politiques, sur les objectifs, les méthodes, les évolutions technologiques qui soutiennent justement le processus de la décarbonisation et de l'électrification. Je vous présente les invités d'aujourd'hui, Monsieur Jean-Pierre Lorfeuille, chercheur émérite à l'école de Rouen-Nice. Vă remercions pour la participation, Monsieur Orfeuille. Domnul Pierre Orfeuille este profesor emerit la Școala de Urbanism din Paris, renumit specialist în mobilitate urbană, autor a numeroase studii și cărți de specialitate pe care și eu o parte dintre acestea le-am studiat. J'ai eu l'honneur d'étudier moi-même une bonne partie des œuvres de Monsieur Orfeuille. Le suivant, c'est Monsieur Florin Nemțeanu, maître de conférence à l'Université de transport à l'Université polytechnique de Bucarest. Un de mes collègues à l'université, multidisciplinaire de la mobilité, Monsieur Bărbuț, directeur général de Vega Camp Consulting, Monsieur Alexandru Vescu, directeur du département véhicules électriques chez Renault Roumanie, et Monsieur Alin Tănase, coordonnateur de campagne Greenpeace Roumanie dans le domaine du transport et de la qualité de l'air. Je disais que l'une des directions d'action pour la mobilité est la restructuration modale dans le sens d'augmenter le taux des déplacements non motorisés, actives, non polluantes et dans le sens de réduire le poids des déplacements motorisés, surtout à travers sa voiture personnelle. Donc, les transports classiques, qui sont le type de transport le plus polluant et le plus consommateur d'espace urbain par voyageur. Ceci suppose bien sûr de changer la mentalité, le comportement de mobilité qui peuvent se faire seulement dans le contexte de nouveaux types d'offres urbaines de mobilité qui soient attractives et efficaces, dont nous comptons sur les émergents systèmes et services de transport intelligents, Smart Mobility, qui intègrent les technologies de l'information et de la communication tout en diversifiant et en rendant efficace et même personnelle l'offre de transport. Florine, comment peuvent ces systèmes intelligents de transport, y compris le nouveau comme MaaS, Mobility as a Service, contribuer à cette décarbonisation tout à fait nécessaire de la mobilité? Merci, Madame. Bonjour à tous. Comme disait Mihaela tout à l'heure, on travaille depuis quelque temps ensemble avec d'autres collègues dans le domaine de la mobilité. Je suis ingénieur électroniste comme formation et je m'occupe de systèmes intelligents pour les transports, ce qu'on appelle les Smart Mobility. Et j'ai quelques minutes à disposition aujourd'hui pour vous présenter l'idée. Smart Mobility dérive de Smart City, bien sûr. J'ai une toute brève présentation. J'ai seulement 3 diapos que j'espère partager avec vous. Ok. Bun, deci ziceam că Je disais justement que je vais vous présenter dans quelques minutes ce que c'est que la Smart Mobility et Mobility as a Service afin de poser ce mélange en quelque sorte. C'est un mélange de transport dans l'espace urbain et l'on essaie de les poser afin de réduire la pollution tout en ayant en vue l'efficacité énergétique, bien sûr.
J'ai pensé à Bucarest en tant qu'étude de cas et la question est si Bucarest est ou non une ville intelligente, une smart city. Qu'est-ce que cela signifie, être une ville intelligente? Miaela disait tout à l'heure, si la France nous fournit bien sûr toutes sortes de modèles de villes intelligentes, et il y en a beaucoup, il y a des politiques qui donnaient Vienne pour modèle. Nous concentrons tous l'attention sur la ville en tant qu'entité, sans pour autant tenir compte de la composante la plus importante de la ville, qui est le citoyen. Le tout premier pas pour atteindre l'idée de Smart City est de voir justement ce que disent les gens et modifier la manière dont ils conçoivent la vie dans la cité. J'ai mis à l'écran un modèle à six éléments. Et selon son modèle d'activité, chacun va sélectionner sa principale composante. Vrem să avem o abordare inteligentă a mobilității, trebuie să Si vedem on veut avoir une approche de la mobilité efficace, on doit voir le système. Mihaela disait tout à l'heure qu'il y a toutes sortes de voitures qui se baladent dans les rues et qui polluent. Pourquoi se balade-t-elle? Parce qu'il y a ce besoin de mobilité, puisque la voiture, c'est le principal moyen de transport parce que c'est le modèle mental qui est construit donc dans l'esprit des jeunes. Donc, lorsqu'on construit le modèle de Smart City, on doit construire aussi le modèle mental de Smart City et de Smart Mobility. On va passer un peu au-delà de ça. Donc, on a la ville avec toutes ses composantes et on extrait la Smart Mobility ou la mobilité intelligente. Je lui dis Smart puisque mobilité, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, si je lui dis Smart, ça fait référence à l'avenir. C'est aussi trendy pour dire comme ça. Mais bon, comme tout est smart autour de nous, les téléphones portables, les smart home aussi. Donc voilà, il y a ces outils qui sont tous smart. L'idée, c'est que beaucoup d'équipements smart ne sont pas employés à leur valeur réelle. Et il ne faut pas oublier que ce terme de smart, d'intelligent, en fait, a été repris du modèle humain. Nous essayons de transférer ce que nous sommes aux objets qui nous entourent. Et maintenant, pour revenir à la mobilité, la mobilité dans l'espace urbain, et si on prend pour exemple Bucarest, est traitée de manière hétérogène. Si les systèmes de transport qui sont développés dans l'espace urbain sont indépendantes les unes de l'autre, puisque voilà, le métro n'a pas de rapport avec le transport public de surface. Le transport public de surface public n'est pas lié au système de taxi. Les autres systèmes ne sont pas liés au vélo en système libre, etc. Donc, si on veut avoir un concept de type Smart Mobility, on doit d'une manière ou d'autre intégrer tous les systèmes de transport qui existent dans l'espace urbain et avoir un seul système intelligent, abordé de manière intelligente en fait pour ne pas confondre les termes. Une première mesure qui peut être prise rapidement pour intégrer tous ces systèmes peut être l'intégration au niveau informationnel. En d'autres termes, échanger les informations en temps réel entre toutes les parties prenantes. Et aujourd'hui, je vais vous parler des services en fait.
on va voir le lien avec les véhicules électriques. Une petite parenthèse ici par rapport aux véhicules électriques. Il faut réfléchir de manière très attentive à ce que c'est le véhicule électrique, puisque c'est un système complexe. On a besoin de sources d'énergie électrique qui doivent être décarbonisées. Pareillement, on a besoin du transport de l'énergie électrique, du stockage de l'énergie électrique. Et il ne faut pas oublier, si on parle des batteries, des piles électriques, le cycle de vie de ces batteries, de ces piles. Qu'est-ce qu'on fait après que milliards de voitures, de véhicules vont devoir renoncer aux batteries, aux piles? Quel est le processus de production pour ces batteries? Donc, c'est un problème très complexe et compliqué. Donc, c'est pas simple. Pour revenir à nos idées, à présent, les systèmes dans l'espace urbain, comme je vous disais, sont traités de manière indépendante. Rarement, les informations sont échangées. Parfois, il y a un système de ticketing qui essaye de connecter les systèmes entre eux, au moins pour la vente de billets. Eh bien, on devrait intégrer un autre niveau, le niveau de mobilité, et ne plus offrir des services de transport, mais des services de mobilité aux citoyens, c'est-à-dire être capable de les transporter du point A au point B avec des systèmes et des moyens différents de transportation, de sorte que ce citoyen-là, ce voyageur-là, arrive de manière sûre, dans des conditions sûres, et j'insiste sur cette idée, puisque dans beaucoup de cas, lorsqu'on commence à réfléchir à un système de transport, on oublie la sécurité. Mais la sécurité occupe la première place, même si on pollue plus, si on réussit à sauver la vie d'une personne, bon, disons que d'une manière, ça vaut le coup. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette idée de mobilité service, c'est-à-dire que tous les moyens, donc tous les systèmes de transport dans l'espace urbain et ces systèmes intelligents, des applications de l'électronique, de l'IT dans les transportations, qui soient capables de recueillir en temps réel des informations sur le service de transportation, voilà, qui est fourni. Donc, on met toutes ces informations sur une plateforme. Évidemment, on a le modèle software. Donc, on met sur une plateforme software. Et dans le cadre de cette plateforme, on peut traiter toutes ces informations de sorte qu'un voyageur, lorsqu'il souhaite aller du point A au point B, fera appel au service de cette plateforme, va imposer les conditions ou ses préférences en ce qui concerne le voyage du point A au point B, et la plateforme lui fournira une solution magique, pour ainsi dire, de sorte que l'offre de services de mobilité soit la plus proche de celle de services de mobilité. Pourquoi est importante cette plateforme pour l'efficacité énergétique? Parce que lorsqu'on réfléchit, on pense à un système de transportation urbaine, il y a plusieurs versions, plusieurs variantes, plusieurs contraintes, et alors le système doit être adapté à ceci. L'une de ces variables peut être l'efficacité, pour l'efficacité énergétique, peut être le type du voyage. J'ai eu des discussions sur les voyages verts. On peut utiliser cette plateforme, par exemple, pour fournir des services verts de voyage pour... Oui, j'aimerais interrompre, dit Michaela. À part ça, on peut fournir une offre contextualisée urbainement, donc modeler le système de déplacement, d'une chaîne de déplacement en fonction du territoire urbain, des territoires urbains. Oui,
dit Monsieur Nemtsano. Oui, avoir un réseau de 100 heures, par exemple, pour recueillir en temps réel les informations, les traiter et fournir des services de mobilité, comme disait Michaela, dans ce système-là, pour un certain type de demande. Évidemment, on ne peut pas fournir des services personnalisés pour tous les citoyens de Bucarest, mais on peut essayer de mettre tout en commun. Donc voilà, en bref, ce que je voulais dire. Et Michaela reprend. Merci de nous avoir parlé de ce besoin d'intégration et interopérabilité, enfin. C'est très important, oui, pour rendre plus efficaces les systèmes de transport. En, en dehors de cette partie, il y a aussi une direction importante qui est liée à la modification de l'empreinte écologique des déplacements, mais aussi pour réduire la consommation de l'espace urbain et on assiste à une intensification des flux dans les grandes villes urbaines. On va s'orienter peut-être de plus en plus vers la variante de la micromobilité, c'est-à-dire des petits véhicules, surtout dans les villes avec des ressources limitées d'espace. Il y aura peut-être des petits véhicules privés ou appartenant à des covoiturages, par exemple, ou vélos en système libre, et peut-être d'autres formes de véhicules petites. On verra peut-être des robots cars, comme des mini-cars. On connaît tous le prototype, c'est bien connu. Donc, ces véhicules, petits véhicules, vont satisfaire peut-être le besoin de mobilité dans des territoires peut-être plus réduits, mais vont aider l'urbanité et voilà, la mobilité dans les espaces publics. Pour nous, les urbanistes, mais pour tous les habitants des villes, c'est une demande très importante. Aussi, peut-être que le transport en commun va s'orienter, au moins dans certaines régions, vers des plus petites capacités. Nous partagez votre opinion sur la place des petits véhicules, de la micromobilité et du transport en commun de petits gabarits dans la future offre de mobilité qui sera inévitablement orientée à soutenir un comportement de mobilité moins polluant et moins consommateur d'espace urbain. Monsieur Jean-Pierre Orfeuille. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Donc, je sais que mon intervention doit être courte. J'ai donc choisi de défendre brièvement une et une seule idée. Ça ne veut pas dire que je suis totalement obsédé par cette idée-là. Ça veut dire simplement qu'il faut essayer d'être concis. Cette idée, c'est de développer, comme vous venez de le dire, l'usage de petits véhicules métropolitains, et ça, je les définirai dans la suite. Je voudrais, juste dans ce dialogue introductif, dire comment j'en suis arrivé là. Alors, si je prends la question de la mobilité durable, Mobilității durabile, de care se vorbește, fait l'objet de documents de référence, aussi bien dans les pays qu'à l'échelle de l'Union européenne, et elle a conduit à une doctrine de la ville qui repose sur, je dirais, deux piliers essentiels. Le premier pilier, il est urbain, c'est nous devons aller vers des villes plus denses, plus compactes et éviter autant que possible l'étalement urbain. Le second pilier, il est transport, c'est de donner une priorité absolue au transport collectif par rapport à, et
d'essayer de dissuader autant que possible, là encore, l'usage de l'automobile. Alors, cette doctrine, elle est mise en œuvre depuis, on va dire, un quart de siècle à peu près, hein, et en Europe avec des difficultés et avec des succès divers dans les différentes villes. En France, nous avons eu plusieurs lois, donc de niveau État, hein, qui ont beaucoup aidé dans ce sens. Les collectivités locales et ce qu'on appelle les intercommunalités, c'est-à-dire les agglomérations, hein, ont adopté des schémas directeurs visant à lutter contre l'étalement urbain et peut-être plus important encore, des financements très importants ont été alloués au transport collectif. Hein. Et on sait bien que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre dans tous les domaines. Alors, cela dit, lorsqu'on fait le bilan après, encore une fois, un quart de siècle de développement, ce qu'on peut constater, c'est les choses suivantes. Première chose, l'étalement urbain a été ralenti, mais il n'a pas été stoppé. L'usage de la voiture a effectivement diminué dans les centres et en particulier, il a fortement diminué à Paris où on a pu s'appuyer sur une politique de stationnement extrêmement vigoureuse. On a beaucoup réduit les capacités de stationnement et quand il n'y a plus de moyens de stationner, c'est de plus en plus difficile d'utiliser une voiture. L'usage des transports collectifs s'est relativement bien développé jusque la pandémie. Bien sûr qu'il a mis un terme à ça dans les centres. Mais quand je fais le bilan à l'échelle nationale, cette fois, c'est-à-dire en intégrant ce qui se passe dans les centres-villes, dans les banlieues, dans les espaces suburbains, dans les petites villes, etc., je m'aperçois qu'en un quart de siècle, eh bien, le pourcentage d'usage des transports publics et le pourcentage d'usage de la voiture n'ont pas bougé. Ce qu'on appelle les parts modales, hein, à l'échelle du pays, elles sont à peu près les mêmes. Alors, je dis ça non pas pour critiquer les orientations qui ont été prises, je pense qu'elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Mon propos, en revanche, il est de dire qu'il ne faut pas perdre espoir, car on observe, et ça fera le lien aussi avec l'exposé de M. Nemtanou, qui nous disait, oui, il faut quand même faire confiance aux citoyens. Je crois que ce qu'on a observé aussi au cours des 20 dernières années, c'est un développement spontané, d'abord, puis soutenu par les pouvoirs publics, de l'usage du vélo. Alors, je ne suis pas un jeune écolo plein d'énergie, donc je ne vais pas simplement m'en tenir à ça, mais je vous rappelle le contexte quand même, c'est que dans nos villes, bon, en gros, un déplacement sur 2, ça dépend des villes, hein, mais fait moins de 3 km. Alors, ça peut être moins de 2, moins de 4, selon les villes. Mais l'image qu'on a souvent, c'est des embouteillages qui n'en finissent pas. Mais ces embouteillages, ils sont aussi fabriqués avec des petits déplacements urbains. Alors, ce que je vous propose, c'est simplement de comprendre les ressorts de cette évolution qui a d'abord été spontanée, puis soutenue, comme je l'ai dit, et surtout voir comment on peut aller plus loin. Alors, pour comprendre les ressorts de l'évolution, je crois qu'il faut être très simple et comparer du point de vue de l'utilisateur et du point de vue des collectivités les avantages et les inconvénients de la voiture, du vélo et des transports collectifs. Alors,
ce qu'offre l'automobile, c'est une possibilité de déplacement dans toutes les directions. Alors que souvent, avec les transports publics, on peut aller vers les centres de façon assez confortablement, mais où c'est un petit peu plus difficile quand on doit faire ce qu'on appelle du périphérie, c'est-à-dire tourner dans la banlieue. C'est une possibilité de se déplacer quand on le décide et sans avoir à être soumis à des horaires. Et c'est contrôler ses déplacements de bout en bout. C'est le point de vue qu'on peut développer à partir des citoyens. En contrepartie, bien sûr, cette automobile présente des inconvénients pour les individus comme pour les collectivités. Je vais les lister. L'automobile, c'est un objet merveilleux qu'il ne faut pas critiquer en soi, mais c'est un objet qui n'est pas adapté au cadre urbain. Elle est inutilement encombrante. Il y a 5 places en général en ville, on est tout seul dans la voiture, au maximum à 2. Elle est inutilement rapide en ville. Elle peut rouler, c'est un objet qui est fait pour rouler à 160 km/h, et en ville, la vitesse effective, suivant les villes, elle est autour de 30 à 40 km/h. Elle est inutilement lourde en ville. On utilise un objet de 1500 kg pour transporter 80 kg, c'est mon poids. En bref, tout dans cet objet est surdimensionné par rapport aux usages urbains. C'est un objet merveilleux pour les usages à longue distance. Pour les individus, elle est coûteuse. Ils rencontrent des problèmes d'embouteillage et des difficultés de stationnement. Pour la collectivité, comme Michaela l'a rappelé, eh bien, il y a une source de pollution, il y a du CO2 émis, il y a des encombrements et, bien sûr, ne pas oublier des morts de la route provoqués par des usages inappropriés. Alors, si maintenant je viens vers le vélo, eh bien, le vélo, il a en gros les mêmes vertus que l'automobile. On peut aller dans toutes les directions, on garde le contrôle de son déplacement. Et c'est pour ça que la transition entre la voiture et le vélo est d'une certaine façon plus facile que la transition de la voiture vers le transport public, en tout cas en termes psychologiques, car on a le contrôle de son déplacement. Et je crois qu'il faut rappeler, et là malheureusement ce ne sera pas en France que ça s'est passé, mais un des grands succès européens en la matière, c'est les Pays-Bas. Ils sont connus pour avoir beaucoup d'usage du vélo. Il faut se souvenir que dans les années 60, les Pays-Bas étaient dans une situation comparable à celle de nos pays, c'est-à-dire avec beaucoup de voitures, très peu de vélos, et que c'est une politique très active dans les années 70. Donc, ce n'est pas simplement la culture protestante et je ne sais quoi qui ont fait le succès du vélo aux Pays-Bas, c'est aussi des politiques extrêmement actives. Et c'était il y a malheureusement bientôt 50 ans aujourd'hui. Alors, en revanche, le vélo, il n'a pas les mêmes inconvénients que la voiture. Il n'y a pas de problème d'embouteillage, de stationnement, de pollution ou peu. Il y a en revanche, bien sûr, un inconvénient majeur, enfin 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est qu'il est limité en distance de déplacement. Je ne suis pas de ceux qui vont vous dire que c'est facile de faire un déplacement de 30 km en vélo matin et soir. Ce n'est pas vrai pour ce qui me concerne. Et on est aussi beaucoup plus exposé à l'insécurité. Ce qui est assez fascinant aussi dans le vélo, c'est que c'est un objet qui est capable d'évolution. Alors, on a connu une évolution importante qui est venue de Chine d'ailleurs, au cours des 20 dernières années, c'est le vélo assistance électrique. On en connaît d'autres aujourd'hui. On voit des vélos cargo, par exemple, pour la distribution urbaine de proximité.
Alors, je vais faire le bilan et puis je vais passer à la proposition et j'en aurai terminé. Le bilan, c'est que la limitation en distance, elle est partiellement levée, pas totalement, partiellement, avec l'apparition puis la croissance fulgurante de l'usage des vélos électriques. Alors, puisque nous avons un industriel, nous avons la chance d'avoir avec nous un industriel, je rappelle simplement qu'en France, le marché, c'était 10 000 vélos électriques en 2007, c'est 100 000 en 2015 et c'est 400 000 aujourd'hui, en 2019. Ça a encore explosé avec la pandémie. Donc, je donne ces chiffres pour essayer de faire rêver un industriel, parce que des produits qui se multiplient comme ça, comme les petits pains, il n'y en a pas énormément aujourd'hui. Les résultats, je vous les ai donnés en France, ils sont encore meilleurs en Allemagne et aux Pays-Bas. C'est un succès pour les villes, c'est un succès pour l'industrie qui fabrique ça. Malheureusement, il y en a encore beaucoup qui viennent de très loin. On n'a pas sur le territoire européen suffisamment d'industriels dans ce domaine et je pense qu'on en parle trop peu. Deuxième thème qui fait l'objet de gros progrès, c'est l'insécurité. L'insécurité, elle est normale, on est plus vulnérable quand on est dans un objet où on n'est pas protégé par une coquille que lorsqu'on est dans une automobile. Cela dit, l'insécurité, elle peut être maîtrisée, d'une part par les comportements des gens, parce que les automobilistes, à mesure qu'ils rencontrent de plus en plus de cyclistes, sont de plus en plus attentifs. C'est le grand risque, c'est quand on est un cycliste tout seul, je dirais, comme quand on rencontre un cerf en forêt et qu'on n'arrive pas à l'éviter parce qu'on n'a pas pensé qu'il pouvait y avoir un cerf en forêt. Et par ailleurs, les politiques publiques, notamment en ville, ont sécurisé les usages avec un développement massif des pistes cyclables. Là, on l'a connu encore en France cette année, on a de plus en plus d'espaces où la circulation est fortement sécurisée. C'est-à-dire, en bref, pour dire les choses simplement, à mesure que l'usage du vélo se développe, il engendre un cercle vertueux, comme il y a eu un cercle, vertueux ou pas, de développement de l'automobile. Quand il y a eu massivement des voitures, on a essayé d'adapter l'espace à la voiture. Alors, j'en viens à ma thèse. Ma thèse, elle est simple. C'est que on peut et on doit aller encore un peu plus loin. Aller plus loin en termes de développement durable, c'est pour moi garder la même philosophie. Le véhicule qu'on utilisera doit être adapté à l'environnement dans lequel il est utilisé. En ville, qu'est-ce qui est rare? C'est l'espace. En ville, qu'est-ce qui est rare? C'est l'espace. Et donc, un véhicule personnel adapté à la ville, c'est un véhicule avec 2 places maximum, qui soit de vitesse limitée, parce qu'il y a, pour faire 3 ou 5 km, il n'y a pas besoin de rouler à 160 km/h. Il doit donc être peu encombrant, de vitesse limitée. Il doit être accessible sans permis. Alors ça, c'est un point important aussi, parce que, y compris dans un pays relativement riche pour l'instant, comme la France, eh bien, le coût du permis reste un obstacle pour les jeunes et il peut être un obstacle pour des personnes très âgées qui n'auraient pas passé le permis dans leur jeunesse. Et donc, ce véhicule léger, dérivé, je dirais, du vélo, eh bien, il doit pouvoir satisfaire plus d'usages, c'est-à-dire notamment des déplacements un peu plus longs, et plus d'usagers, ça veut dire par exemple des personnes qui ont des problèmes, parce qu'un vélo c'est instable, il faut toujours pédaler, et donc il pourra avoir 3 ou 4 roues, c'est bon pour la stabilité,
il pourra être éventuellement mieux protégé des intempéries, parce qu'il ne fait pas toujours beau, et qu'on est attaché assez légitimement à un certain confort et à une certaine protection. Voilà, voilà le sens de mon propos. Cette classe de véhicules, j'aurais trouvé un acronyme en anglais, je les ai appelés des CLAMS. CLAMS, ça veut dire Clean, Light, Accessible et Metropolitan, parce que je sais qu'aujourd'hui, nous devons nous déplacer sur des distances qui ne sont pas compatibles avec celles du vélo, simplement à pédale. Et bien sûr, CLAMS a un pluriel, il y en aura beaucoup de ces véhicules, et donc le S est pour Safe. Alors, malheureusement, j'ai rien trouvé en français, donc je vous suggère de faire l'exercice en roumain. Peut-être vous trouverez un bel acronyme dans votre belle langue. Je terminerai en résumant la philosophie sous-jacente. Bon, j'ai, comme tout le monde, été jeune, j'ai beaucoup cru à la planification, c'est pour ça que je me suis tourné vers l'urbanisme. Planification, c'est de penser que décidément, on va pouvoir faire le bonheur des gens à leur place. Je crois aujourd'hui que nous sommes dans un monde où il faut s'appuyer sur les individus et leurs aspirations pour construire une mobilité plus durable et que nous ne devons pas, nous, en tant qu'urbanisme, nous priver ou hésiter à solliciter l'industrie pour développer des produits qui soient adaptés aux besoins de nos villes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Pour moi, c'était très intéressant parce que vous avez souligné la nécessité d'intégration de la planification spatiale, de la planification de la mobilité, une planification spatiale qui ait une logique de mobilité et d'accessibilité basée sur la proximité, mixité fonctionnelle, pas de urban sprawl. Et en même temps, c'est la mobilité qui doit penser à la ville, à la ressource limitée d'espace public. Et ce système de transport doit s'adapter. C'est très intéressant. Pour l'acronyme, j'ajouterais un S, le SMART, parce que driverless mobility is here. La mobilité sans chauffeur est déjà là. Merci pour la suggestion. Merci beaucoup. Maintenant, acum ne întoarcem. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția. Merci beaucoup pour l'intervention de Monsieur Lorfeuille qui est dans mon domaine. Ça se cale sur mon domaine. Et maintenant, on va passer aux aspects liés à l'environnement et la mobilité. Et donc, je vais demander à Monsieur Tănase de nous dire quelque chose sur les problèmes liés à l'environnement, comment réduire la place des véhicules thermiques individuels pour faire face aux défis climatiques et environnementaux partout dans le monde, mais surtout en Roumanie. Et voilà, son opinion. Quelle est son opinion? Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Aline Tănase, coordonnateur de campagne à Greenpeace Roumanie. Depuis 6 ans, je fais partie de cette organisation. Je viens de Ploiești, une zone qui est vraiment polluée. J'aurai une présentation de quelques transparents pour répondre à vos questions. Je vais partager mon écran. Et je vais vous parler donc de 2 sujets, l'un sur ce que nous faisons à Greenpeace au niveau européen et ce que nous faisons en Roumanie. Cette année-ci, on a construit une vision sur le transport qui est venu dans le contexte où l'accord climatique de Paris impose donc des activités, des pas importants à faire jusqu'en 2050
peut-être même 240 si on est plus ambitieux. Pourquoi est-il si important d'avoir cette transportation? Car c'est le seul secteur d'Europe qui a encore des gaz à effet de serre en hausse par rapport à d'autres domaines. Donc le transport est en hausse, est en augmentation et représente 27% des émissions de gaz à effet de serre de d'Europe, dont 75% sont liés à la transportation et 40 et quelques pourcents liés aux voitures, aux véhicules. Donc voilà, on a une hausse de 28% au niveau européen et en Roumanie, c'est encore plus grave. On a une hausse de 66% depuis 1990. Ce qu'on peut faire, comment peut-on décarboniser jusqu'en 2040 par deux choses simples, changer le système et la technologie. Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés sont plusieurs, mais la plus importante, c'est d'arrêter les ventes de nouveaux véhicules, avant 2028 avec des combustibles fossiles. On inclut ici aussi l'aviation, l'aspect ferroviaire, maritime, le transport maritime et ferroviaire, peut-être transférer le transport de marchandises des chaussées sur les voies navigables et sur les voies ferrées. En ce qui concerne l'élimination de ces véhicules à combustion interne, on a fait une carte avec les pays et les villes qui ont pris des mesures pour cela. On voit que la France va interdire la vente de nouveaux véhicules à essence et à gasoil en 2040. Et par contre, on peut voir que les pays du nord de l'Europe sont les plus progressistes. Bucarest est aussi sur la carte, mais seulement parce que ce sujet était sur l'agenda politique. C'est une carte de 2011, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est une situation qui n'est pas très mise à jour. Ce que j'ai présenté jusqu'à présent, c'était la vision globale. Et maintenant, pour Bucarest, quand on a commencé à se mêler à ce sujet, on a commencé par Bucarest, car c'est la capitale du pays et la ville la plus importante. Et avec un institut de Bucarest, on a fait un classement, une analyse de 5 indicateurs, paramètres, la sécurité routière, le management de la mobilité active, la pollution de l'air. Et voilà, on a Bucarest pour la mobilité durable et occupe la 13e place. Et ici, vous avez quelques conclusions. L'importance du transport public est de 36% à Bucarest par rapport à d'autres villes. C'est assez bonne. Et là, on a une attractivité. Acoperirea extinsă a rețelei de transport public. Practic, stațiile nu sunt la distanțe foarte mari una de alta, dar și alte elemente, ceea ce face transportul public în București destul de bun. Mersul pe jos, de asemenea, este destul de redus în București și asta poate să explice cum mașinile parcate pe trotuar blochează sau limitează această pondere a mersului pe jos. De asemenea, mersul cu bicicleta este extrem de redus în București, doar 1% comparat cu Amsterdam, unde 32% din deplasările zilnice se efectuează cu bicicleta.
În schimb, ponderea mersului cu autovehiculul personal este extrem de mare, de 48%. Toate, în urma acestor analize, cum spuneam, București a ieșit pe locul 13 din 14 la capitolul mobilitate urbană. Practic am vrut să vedem unde suntem. Și de aici și direcția campaniei noastre, în care milităm pentru un oraș pentru oameni, nu pentru mașini, și asta duce și un aer curat în oraș. O activitate pe care am făcut-o anul acesta e reprezentată de o acțiune în fața primăriei municipiului București pentru lipsa de piste de biciclete. Cum spuneam mai devreme, doar 1% din deplasările zilnice din București. De pistes vélo. Lucrul ăsta se întâmplă pentru că nu avem o Cela est dû à l'absence d'une infrastructure sûre. On nous a promis 130 km de pistes qui devaient être prêts en début de l'année 2020. En janvier, on avait seulement 6 km de pistes. Et voilà, c'est pour ça qu'on a mené cette activité. À l'époque, on nous avait promis une piste vélo devant l'hôtel de ville. On ne l'a pas reçu, on ne l'a pas eu. C'est pour ça qu'on a mis un tapis. Quelque temps après notre activité, ils ont fait une piste, mais sur le trottoir, pas sur le carrossable comme il devrait être. Donc, vous connaissez tous peut-être ce qui s'est passé à Bucarest avec ces pistes sur les trottoirs et qui ont été classées comme illégales, déclarées comme illégales par la police, car elles ne sont pas sûres. Et voilà d'autres activités, d'autres formes pour transmettre nos messages. Et aussi notre implication pour les élections des maires, des élus pendant cette année. On a discuté avec les maires, on a rejoint d'autres ONG pour voilà, exprimer nos besoins pour avoir une mobilité durable. Et nous avons aussi des solutions, plusieurs pistes pour les vélos, réduire le trafic autour des écoles, un transport public vert et d'autres. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà, c'était ça ma présentation et maintenant je vais répondre concrètement aux questions. Les solutions sont simples. Il faut mettre donc les gens de leur véhicule à vélo, mais pour les grandes distances, il y a aussi des solutions, par exemple, utiliser moins l'avion et plus les trains. Merci beaucoup. Dit Michaela Negulescu, vous aussi, vous avez soutenu cette direction pour réduire l'impact écologique, la restructuration vers des moyens de transportation moins polluantes. La deuxième direction est la modification des technologies de transport et surtout l'électrification des technologies de transport qui représente un moyen ou le moyen principal, la voie principale sur laquelle vont tous les producteurs de l'industrie automobile qui sont conscients du changement de paradigme pour la mobilité durable. Mais comme disait Florine tout à l'heure, seulement changer la technologie des véhicules ne suffit pas pour introduire à grande échelle la mobilité électrique dans les villes. Cette technologie s'intègre à tout un écosystème. Par exemple, elle doit être accompagnée par le développement de l'infrastructure pour charger les véhicules avec de l'énergie électrique sur tous les territoires, sur les grandes infrastructures routières, y compris autoroutes du réseau transeuropéen, pour lequel je comprends qu'il y a déjà un financement européen, et aussi dans le milieu urbain. Mais important, c'est aussi que l'énergie utilisée soit elle aussi obtenue par des méthodes non polluantes. Je voudrais demander à M. Vescu de nous dire votre opinion sur comment doit se préparer et agir les villes pour soutenir le développement, pour avoir cet objectif accompli avant 2050. Monsieur, donc. Merci bien.
Bonjour à tous, une fois de plus, et merci de m'avoir invité à ce débat qui est bien intéressant. Oui, c'est évident. Un seul domaine ne peut pas changer la manière dont les besoins humains se déroulent en ville en termes de mobilité. Et c'est sûr que les fabricants de véhicules qui nous aident dans notre déplacement doivent avoir une contribution importante à côté des autorités, des ONG qui militent, elles, pour ce transfert à partir du transport polluant vers le transport sans émission. Maintenant, j'émets le point de vue du fabricant de véhicules. Vous savez bien que depuis quelques mois, depuis 9 mois, on traverse tous une période particulièrement difficile, la pandémie. Les ventes de véhicules, d'automobiles ont baissé en Roumanie comme partout dans le monde. Mais l'aspect positif dans toute cette situation tout à fait inattendue était que les véhicules électriques en Europe comme en Roumanie ont augmenté beaucoup. En Roumanie, le marché des véhicules électriques à 100% électriques a augmenté de 100% par rapport à l'année passée. Sans la pandémie, on serait attendu à avoir une croissance beaucoup plus importante. Mais de toute façon, on a déjà atteint un pourcentage assez important de véhicules qui n'émettent pas d'émissions. Bien sûr, le pourcentage n'est pas aussi élevé que celui des pays scandinaves, mais peu à peu, la Roumanie approche une masse critique de véhicules électriques qui puisse justifier justement l'existence d'un réseau d'infrastructures adapté, une infrastructure pour charger les véhicules électriques. Et pour faire une parenthèse, il y a environ 600 stations, 600 postes de chargement de véhicules électriques. Il y a des initiatives pour augmenter ce chiffre. Le chargement public est l'une des solutions que nous avons pour faire charger son véhicule électrique. On peut le faire charger chez soi, bien sûr. Renault Roumanie, d'ailleurs, au moment où la société vend une voiture électrique, vend en même temps un poste de chargement électrique pour l'avoir chez soi. Donc, Renault Roumanie pense également à la manière dont l'usager va charger son véhicule à l'avenir. Nous fournissons donc des solutions tant en termes de véhicules qu'en termes de chargement. Nous fournissons des paquets complets à nos clients qui puissent persuader un nombre plus élevé de clients à utiliser des voitures électriques. Pour changer un peu de sujet, pour parler de Renault en tant que fabricant de véhicules électriques, il faut dire qu'on a lancé notre première gamme de véhicules électriques, de voitures de concept en 2008. En 2012, déjà, on fabriquait la voiture électrique à large échelle. Et à présent, nous fournissons une gamme complète. Une petite complétion pour monsieur le professeur Orfeuille par rapport à sa thématique. Nous avons une gamme Renault Twizy, un quadricycle à 100% électrique qui est un peu plus petit qu'une voiture électrique habituelle. Il est plus mobile dans le trafic urbain et qui coûte moins qu'un véhicule conventionnel, surtout en Roumanie où vous savez bien, la Roumanie fournit un schéma d'aide d'État, de subvention d'État pour acheter des véhicules électriques qui est bien compétitive. À présent, l'État roumain fournit jusqu'à 45 000 lei, donc 10 000 euros pour acheter une voiture électrique. À le comparer aux autres pays européens, la Roumanie a une belle position. L'État roumain s'investit dans ce programme pour le faire continuer dans les années à venir.
unei mașini electrice poate fi comparabil cu prețul unei mașini termice. Bun, și dacă tot vorbeam de preț, e clar, e foarte important prețul unui vehicul pentru cumpărător, însă un alt setback, să spunem așa, un alt motiv de care i-au împiedicat până acum pe clienți să cumpere mașini electrice era legat de autonomie. Toată lumea se temea că va rămâne în pană cu vehicul electric. Bun, pe de-o parte, sunt acele programe de stații publice despre care vorbeam mai devreme, pe de altă parte sunt caracteristicile tehnice care s-au îmbunătățit de la un an la altul, de la o generație la alta, să spunem așa. În prezent, un vehicul 100% electric Zoe, cum este cel de pe fundalul meu, are o autonomie de 395 de kilometri în ciclul WLTP. WLTP însemnând ciclul de rulare în toate mediile posibile. Așadar, o autonomie reală de aproape 400 de kilometri. Ori 400 de kilometri se apropie foarte mult de autonomia unui vehicul cu propulsie convențională. Așadar, dacă și prețul și această teamă de a rămâne fără curent, să spunem așa, în mașină, se îmbunătățesc, așadar putem vorbi de o explozie a numărului de vehicule electrice. Dacă tot vorbim în România, această explozie va fi, bineînțeles, ajutată și de intrarea mărcii Dacia pe acest teritoriu. Știți foarte bine, Dacia va lansa un model 100% electric anul viitor. Și aici voi atinge un alt punct care s-a discutat, și anume faptul că sunt foarte multe mașini în traficul urban din ziua de azi. Și ar trebui să schimbăm mentalitatea clientului român, aceea să facem un switch de la a avea în posesie un vehicul și a utiliza un vehicul. Ar trebui să trecem de la posesor de mașini la utilizator de mașini. În acest scop, Dacia Spring, de exemplu, 100% electric, se va lansa inițial anul viitor într-o variantă de car sharing. Așadar, va fi prezentă pe străzile din marilor orașe din România, prima dată în varianta de car sharing. Car sharing-ul ușor prinde și în România din ce în ce mai mulți adepți. Chiar anul acesta, Renault Zoe a constituit obiectul unui contract cu o firmă de car sharing și ăștia au cumpărat 400 de vehicule pentru București. Aceste 400 de vehicule le vedeți prin tot orașul, sunt disponibile pe o aplicație, totul este digital, totul este foarte ușor de utilizat și vedem în trafic, efectiv, mașini pe care le folosim doar cât avem nevoie. Așadar, nu trebuie să mai imobilizăm bani o perioadă foarte mare de timp în achiziția unui vehicul nou pe care îl folosim sau nu îl folosim. Acum, cu aceste programe de car sharing, mobilitatea este mult mai ușoară. Bun, un alt lucru pe care voiam să vi-l spun este legat de preocuparea grupului Renault de a investi, în automobile, este foarte clar, dar și în soluții de micromobilitate. În gama noastră de accesorii avem trotinete electrice, avem biciclete electrice, pe care le punem la dispoziția clienților noștri. Bineînțeles, ei le pot folosi în cadrul organizat. Ils peuvent les utiliser seulement dans un cadre avec la participation de l'État qui doit faire, qui doit assurer des conditions optimales de déplacement. C'est clair, le véhicule doit être petit pour ne pas avoir des problèmes de sécurité. Et je reviens donc au commentaire du professeur. C'est clair que le véhicule doit être grand et cher. Et il l'est en fait parce qu'il doit couvrir la sécurité, les conditions de sécurité. Presupune costuri destul de mari și, bineînțeles, tehnologie destul de multă implicată aici. Bun, în concluzie, quelques idées. Le marché de véhicules électriques non polluants est de plus en plus important en Roumanie aussi.
Donc, on est dans un stade bon de développement. Les véhicules sont de plus en plus nombreux et variés. Et cet écosystème dont je parlais, donc voitures, véhicules, stations de recharge, est en développement continu. Donc, le chemin vers l'électrification est sans retour et l'importance des parcs des véhicules électriques augmente et je pense que en 2030, 2040, comme disait M. Aline Tanasse, on va renoncer aux véhicules à propulsion à combustion interne. Il y a les producteurs, tous les producteurs qui font qui s'orientent vers l'électrique. Et donc, on est sûr qu'on va passer à ces moyens de transportation électrique. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de contradictions avec des collègues qui disent bon, ça va prendre beaucoup de temps, ça va pas être demain, ça va pas être dans quelques années. Mais moi, je reste optimiste. Je vais vous demander dans la deuxième partie s'il est vrai que le processus de fabrication d'énergie électrique ne suffit pas n'est pas suffisamment décarbonisée et que c'est pour ça que la mobilité électrique n'est pas ce qu'elle doit être. Donc, il y a des opinions et des opinions. Vous avez mentionné aussi l'infrastructure pour la micromobilité. Je pense sincèrement que toute l'infrastructure stradale devra être repensée. Donc, pensée systémique du réseau des routes, puisque chaque route aura un caractère spécial. Et j'espère que cette dimension urbanistique doit être comprise et abordée pour parce que les ingénieurs, ils veulent satisfaire leurs besoins d'ingénieurs sans prendre en compte le contexte urbain. Je suis passionnée à ce sujet, mais je vais passer au sujet suivant et pour clôturer le cercle de vos interventions, on revient au thème de Florine et je demande à Monsieur Barbouz de nous dire comment les données digitales peuvent rendre plus efficaces ou vont rendre plus efficaces les politiques de transport. Je vous remercie et je salue à cette occasion tous les participants. Ce que je veux vous dire est lié à ce qui a été dit. La micromobilité gagne de plus en plus d'intérêt. Je travaille dans la zone de Smart City depuis 5 ans et en faisant la 4e radiographie du marché de Smart City de Roumanie, j'ai constaté que la verticale de Smart Mobilité est number one. Donc, la première est bien détachée des autres, ce qui montre combien veulent les Roumains avoir de mobilité. Je salue M. Nemțanu, puisqu'on participe ensemble à ces cours de Smart City. Mais il disait que finalement, il s'agit aussi de changer les mentalités, mais aussi dans la mobilité urbaine, d'avoir une pensée intégrée, de voir quels sont les besoins. Et donc, si on part de cette idée, j'ai voulu approfondir un peu la mobilité. Et donc, au mois de septembre, le 30 septembre dernier, j'ai publié l'inventaire des parkings publics de Roumanie. Car c'est clair qu'une partie importante est liée à l'infrastructure, comme beaucoup l'ont dit, même aujourd'hui. Et si on regarde l'infrastructure, bon, les vélos, les véhicules circulent, mais où gare-t-elle? Car si on veut construire l'infrastructure pour la micromobilité, il faut voir quelle est l'infrastructure pour la mobilité actuelle. Il faut construire des parkings aussi, non seulement des routes.
pour la micromobilité. Il m'a semblé intéressant de constater ceci. C'est un bon rapport par rapport à l'Europe. Donc, nos voisins européens ont une situation beaucoup meilleure. Et par rapport à la situation en 2013, aujourd'hui, nous avons 60 millions de véhicules. En 2013, il y avait 40 000 places pour se garer en Europe et le rapport était 1 à 2, presque 1 à 2. Donc, il y avait 25 000 lieux pour se garer. En Roumanie, pour 7 millions de voitures, je parle là de voitures qui peuvent se garer en fin de 2019, on avait environ 1,2 million de places de parking. Je parle là de parking public. Le rapport est 400 à 700. Donc 400 places sur la rue et 700 places pour se garer dans des parkings aménagés. Et sur les 700 000, il est intéressant de remarquer ces rapports. Vous pouvez retrouver ces statistiques sur notre site vegacamp.ro, mais il était intéressant de faire des comparaisons. Les places de parking résidentiel ont le poids le plus important. Des places de parking résidentiel qui représentent beaucoup, 600 000 places de parking qui est assez bien, mais c'est toujours insuffisant. Au moins, on sait d'où l'on part. C'est réjouissant de savoir en effet qu'il y a cette initiative de faire bâtir des places de parking. Comme vous disiez tout à l'heure, tout devient de plus en plus numérique. Combien de ces 1 200 000 places de parking sont numérisées à présent? D'après ce qu'on a vu, c'est moins de 10 000 places pour se garer qui sont numérisées, c'est-à-dire moins de 1%, qui est assez peu. Mais l'on constate d'autre part que l'évolution des places de parking vers les nouvelles places de parking, à part les places de parking classiques, pour donc les places résidentielles et les places de parking publiques, l'on parle de places de parking pour les personnes handicapées. À Bucarest, à Oradea, dans le nord du pays, à Cluj, l'on constate il y a plus de 1500 places de parking pour les personnes handicapées. Donc, Oradea et Cluj sont deux villes de l'inclusion en Roumanie. Et l'électromobilité dont on parlait tout à l'heure, puisque vous parliez des voitures électriques, Iași a le nombre le plus important de places de parking pour les voitures électriques. Donc, les statistiques datent depuis cette année-ci, 2020. Ces statistiques montrent une tendance à avoir de plus en plus de places de parking. Il y a d'autres places qui n'existaient pas, Park and Ride à Bucarest et des types de parking devant les écoles, par exemple, qui sont émergentes. Il y a des places de parking qui ont été octroyées devant l'hypermarché Auchan dans le premier district de Bucarest, le premier arrondissement. Le nombre de voitures augmente et il est de plus en plus besoin d'avoir des places de parking. Il est important de savoir comment les obtenir. La plupart des places de parking sont publiques. Ce sont les autorités à nous aider. Nous avons inventorié les places de parking. On a envoyé des lettres à toutes les mairies de la Roumanie et l'on a constaté que 140 villes imposent une taxe
Donc 30% des villes, 108 villes n'imposent pas de taxes pour les places de parking, ce qui en dit long, ce qui en dit beaucoup de la mentalité des autorités publiques, et 76 des mairies n'ont pas répondu à notre demande, ce qui dit beaucoup de la transparence également. On constate qu'il y a beaucoup de mairies en Roumanie qui, même si l'on a beaucoup de scandales, on a beaucoup de problèmes à cause des places de parking, mais il y a des mairies qui ne savent même pas le nombre de parkings dans leur propre ville, ce qui dit beaucoup. Nous nous plaignons que nous ne pouvons pas nous déplacer, qu'il n'y a pas assez de places de parking, mais à qui la faute? C'est un point névralgique. C'est une raison pour laquelle nous avons lancé justement cette interrogation, ce rapport auprès des mairies en Roumanie, par lequel on se propose de faire deux choses. On va vers la numérisation des places de parking et la deuxième raison, c'est de créer un support pour les autorités, prendre des mesures et augmenter la mobilité urbaine. Nous avons réalisé une sorte de radiographie. Il faut avoir un ordre de puissance. Combien l'on a, combien on a besoin. Je ne pense pas que l'offre de places de parking doit être très élevée non plus. On peut discuter des politiques de places de parking dont parlait monsieur le professeur Orfeuille. L'offre à Paris a baissé à la moitié par rapport à la Bucarest, car le nombre de parkings a diminué et les tarifs ont augmenté. C'est la seule manière dont on peut décourager l'emploi des voitures en ville. C'est la seule manière pour encourager justement le partage de voitures. Sinon, il y aura de plus en plus de voitures. Là où il y a des alternatives de transport public, il est important de se déplacer vers la zone commerciale, c'est-à-dire les places de parking privées. La place de parking dans la rue, le montant des tarifs est le moyen par lequel l'initiative privée peut contribuer au désencombrement dans la rue. Oui, mais c'est un gros problème, ça. Comme disait monsieur tout à l'heure, les gens, mieux vaut utiliser plutôt que posséder une voiture, vu le nombre réduit de places de parking. Oui, mais si l'on possède une voiture, il faut avoir une place de parking ou bien il faut le louer à son prix réel. Ce serait juste ainsi. Oui, et ceci peut être constaté dans l'attitude des usagers. Dans 9 villes en Roumanie, le parking peut être payé par une application informatique. C'est un outil informatique. Ou comment sais-tu qu'il y a des places de parking dans la ville? Il y a des applications numériques qui nous indiquent ceci. Il y a 11 villes où l'on peut payer les places de parking à travers une plateforme numérique qui s'appelle le guichet.ro. Et sinon, il y a très peu de villes où l'on peut payer sa place de parking à distance. Oui, et ceci fait réduire également le temps pour chercher une place de parking dans la ville. Il y a un site internet parking-data.com où l'on peut trouver l'endroit où l'on peut trouver des places de parking. Mais le problème, c'est où est-ce que l'on trouve des places libres? Il y a beaucoup de places, mais pour quel prix? Est-ce qu'il y en a gratuites? Est-ce qu'il y en a très chères? Le mois passé, justement, j'étais en train de chercher le nombre de places disponibles. Il y a des sites qui indiquent les places disponibles et le nombre total de places de parking en Roumanie. Voici les deux critères de recherche importants. Ce qu'on a fait à cet égard, je fais appel à vous et à tous les participants qui nous suivent. Nous voulons établir 2 groupes de travail, dont l'un pour Bucarest. C'est évident que la Bucarest apparaît et répertoriée avec le nombre de places de parking le plus élevé.
jusqu'à présent en 2020 sur les 6 arrondissements de Bucarest. Et nous voulons mettre en place un groupe de travail. Il faut changer justement les chiffres en matière de micromobilité et il faut établir un groupe de travail combiné des architectes urbanistes, la faculté de transport, l'industrie pour justement mettre à jour les informations tout en délimitant les responsabilités entre la capitale de la ville, la capitale de la Roumanie et les 6 arrondissements de la capitale. C'est un gros problème aujourd'hui avec la législation. D'accord, on établit de nouvelles places de parking, mais il y a la législation qui manque. Cette année-ci, à Constanța, on a renoncé à cet arrêté qui prévoyait des amendes pour ceux qui ne se garent pas où il faut. On veut encourager le parking responsable, mais en même temps, la législation manque. Donc, on s'attaque soi-même. Oui, je comprends bien. On a besoin de nombre de changements en termes de législation, d'infrastructures, de normes concernant le parking. À quoi bon demander des places de parking dans les zones centrales de la ville où l'on a le transport en commun alternatif, l'on a des alternatives de grande qualité et il ne faut pas appliquer les mêmes normes de parking en centre-ville qu'en banlieue. Il faut en fait établir des tarifs différenciés en centre-ville par rapport à la banlieue pour les voitures électriques qui sont gratuites pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec le partage de voitures? Combien on va payer chaque usager de la voiture partagée? Oui, c'est un sujet multidisciplinaire. Il faut faire appel à l'urbanisme, au transport, à la technologie. Mais ce que vous faites pour Bucarest, ce sont les bases. Le désencombrement de la ville ne pourrait être achevé que par ces politiques-ci dont vous parlez. Oui, les politiques sont importantes, certes, et l'on a fait ce que vous dites. Une place de parking ne pourrait pas être gratuite puisque ça coûte. On a étudié les revenus obtenus en 2018 à travers les parkings. Ceci a baissé à 100 millions de lei, 140 millions de lei. Donc, l'on paye plus de 100 lei dans les petites villes et 160 lei par jour dans les petites villes, entre de 1 à 5 lei par heure. Et l'on regarde qui sont les gagnants. Quelles sont les 3 premières villes qui obtiennent des revenus? La première ville est Odorheiu Secuiesc, une toute petite ville, mais qui mène par contre une politique de tarifs intelligente. Malheureusement, il faut s'arrêter. Je suis le gardien du temps dans ce débat. Et même si le sujet est tout à fait passionnant, on devrait s'arrêter pour avoir du temps pour les questions-réponses. D'accord. Je fais appel à vous, quiconque est intéressé à établir un groupe de travail à cet égard. J'attends que vous me contactiez et on va en reparler. Merci, monsieur. On va faire un autre tour de table très brièvement et je reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure. En tant qu'urbaniste, je ne m'y connais pas. Je disais tout à l'heure qu'il y a 2 opinions. L'une qui domine dit que les véhicules électriques vont appuyer cette politique de zéro carbone, mais il y a aussi l'opinion critique ou les opinions critiques concernant les déficiences par rapport à une autonomie limitée. Comme disait Monsieur Vescu, le problème d'autonomie va être éliminé à un certain moment. Un autre problème, c'est la capacité limitée et la périssabilité des batteries. Et ce qui se passe avec ces batteries une fois qu'elles ne peuvent plus être employées, il y a des opinions négatives concernant la politique de rechargement,
de chargement et surtout concernant la pollution générée par le processus de fabrication des pièces de véhicules et par le processus pour produire justement l'énergie électrique. Quelle est l'opinion juste? Ou bien la vérité se trouve-t-elle au milieu? Est-ce que la voiture électrique est plus polluante qu'on ne le dit? Est-ce qu'il y a des systèmes photovoltaïques ou hydrauliques qui peuvent nous aider? Monsieur Vescu va nous aider peut-être avec la technologie. Côté technologique, oui. Je pourrais vous confirmer à 100% que lors du roulement, une voiture électrique pollue beaucoup moins qu'une voiture conventionnelle. Le débat est beaucoup plus ample, c'est sûr. Où est-ce qu'on va charger son véhicule électrique? Il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé et m'a dit, en Pologne, vaut-il mieux aller en voiture électrique ou conventionnelle? 30% de l'énergie en Pologne provient de sources renouvelables. Mieux vaut bien sûr charger son véhicule d'une source renouvelable, par exemple une centrale nucléaire, une centrale thermique. Mais là, il y a d'autres débats, d'autres polémiques. Mais certes, pour rouler, il est préférable de rouler dans une voiture électrique. Là, pour ce qui est de l'encombrement du trafic, l'on a parlé du partage de véhicules, toutes sortes de programmes qui sont en cours de déroulement dans les grandes villes en Roumanie. L'on peut ouvrir un autre débat, c'est-à-dire le taux de motorisation des Roumains qui est clairement inférieur par rapport aux autres pays européens. Oui, c'est sûr, mais cela dépend de la manière de calculer ce taux. Si l'on parle de l'unité administrative centrale comme c'est le Bucarest, le taux de chargement est 2 fois plus par rapport à Vienne, par exemple. Oui, mais je parlais du taux de chargement moyen en Roumanie. L'on peut employer toutes sortes de mesures, imposer des restrictions au centre-ville pour les véhicules à moteur thermique pour que l'approvisionnement pour certains magasins se fasse à véhicules exclusivement électriques. C'est une mesure qui est déjà en train d'être appliquée dans plusieurs villes en Roumanie et qui, à un certain moment, va être mise en place à Bucarest également. On est prêt à offrir des solutions de mobilité dans des situations similaires. Nous avons des véhicules de marque, des quadricycles, toutes sortes de véhicules à cet égard. Je suis persuadée qu'il y a suffisamment d'études faites par les spécialistes concernant le taux de pollution lorsqu'on crée les matières premières pour les voitures électriques. Je peux vous dire que notre système de recyclage des batteries est très performant, qui soit en ligne avec les normes de pollution. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la politique de mobilité de Paris pour réduire la rate de motorisation parce que nous savons qu'à Paris, la rate de motorisation de la population, le nombre de véhicules à 1000 habitants, a baissé beaucoup. Elle est maintenant à 300 et je ne sais pas combien par rapport à 600 à Bucarest, par exemple. Nous avons une double rate de motorisation. Vous avez mentionné la politique de stationnement qui est très importante. D'autres mesures, le transport public et d'autres mesures importantes qui pourraient nous aider à faire la même chose, à obtenir la même chose? Probablement en allant vers... alors peut-être d'abord juste une incidente pour dire oui, on a beaucoup réduit l'offre de stationnement à Paris et de ce fait, effectivement, un nombre notable de ménages se sont séparés de leur voiture. L'important, alors, c'est quelque chose qui est
cohérent avec l'idée de développer l'autopartage, hein, puisque l'autopartage, ça permet en gros de pouvoir accéder à une voiture quand on en a besoin, sans avoir à stationner, comme on dit, 95% du temps, c'est du temps de stationnement, et 5%, c'est du temps de roulement. Alors, je crois qu'il faut quand même rappeler que cela suppose un contrôle relativement important, et que ce contrôle, il faut qu'il soit accepté par la population. Bon, les Parisiens, je pense, l'ont assez bien accepté parce qu'ils ont une offre de transport public qui est une offre importante, hein, importante et pas chère. Hein, donc, je crois que l'idée du contrôle du stationnement, c'est quand même aussi qu'on puisse avoir une alternative crédible, pas trop chère, facile à utiliser, etc. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment ce qu'on arrive à faire à Paris, 2 millions d'habitants sur 100 km², c'est-à-dire une densité de 20 000 habitants au kilomètre carré. Comment arriver à l'étendre dans les banlieues moins denses? Comment arriver à le faire dans des villes plus petites où la densité est plus faible? Et là, je crois que effectivement, tout ce qui concerne les alternatives doit être bien apprécié. Hein. On peut pas, on n'utilise pas les transports collectifs, par exemple, de la même façon dans une petite ville et à Paris. Enfin, dernier point, juste pour le souligner, je crois qu'il faut souligner quand même que tous ces changements arrivent à se produire quand on s'appuie sur les jeunes générations qui arrivent à l'âge de la mobilité autonome et qui participent au changement des principes de mobilité. Je crois que beaucoup des changements viennent tout simplement du fait qu'il y a une génération, la mienne, qui est amenée à disparaître assez rapidement, et puis une génération qui arrive, qui aura de nouvelles habitudes, et c'est très bien comme ça. Oui. Je pense aussi que Paris a soutenu son procès de métropolisation par un transport métropolitain fantastique, ce qui aide qu'il n'y a pas de ce commuting, ce navettisme qui entre dans la ville très fort. Comme à Bucarest, on a 400 000 voitures qui viennent du périurbain dans Bucarest. Donc, le transport métropolitain est très important. Vous savez, Paris est très comparable avec Bucarest en ce qui concerne la surface et la population. Oui. Mais les zones métropolitaines sont tout à fait différentes parce que Paris a une capacité de polarisation et d'influencer un territoire beaucoup plus grand. Donc, la zone métropolitaine Île-de-France de Paris est beaucoup plus grande que la zone d'influence de Paris à cause du transport métropolitain. Nous avons ce navettisme tout le temps sur l'automobile, ce qui bloque tout. Je crois que c'est un petit peu dans toutes les villes, hein, si je sors simplement du cadre de Paris. À partir du moment où vous avez des situations très, très embouteillées dans la ville-centre, il y a quand même un mouvement des employeurs qui ont besoin d'avoir leurs employés qui arrivent le matin pour travailler, qui fait que vous avez une partie de l'emploi qui se décentralise dans des banlieues proches, des banlieues plus lointaines. Et il me semble que c'est dans à peu près toutes les grandes villes du monde qu'on voit au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de l'embouteillage, ça dépend des capacités de réaction, une certaine décentralisation de l'emploi, alors qui n'est pas très favorable au transport public, parce que plus c'est décentralisé, moins les choses sont concentrées, moins le transport public est efficace, mais en même temps,
qui permet quand même de désengorger, comme on dit encore, les centres et de faire naître des politiques, alors là, plus orientées vers les micro-mobilités et autres. Si j'ai juste une minute pour intervenir sur votre débat précédent sur les vices et les vertus du véhicule électrique versus véhicule thermique, bon, je ne vais pas intervenir là-dessus. Je voudrais simplement dire une chose qui m'a quand même beaucoup frappé. Le poids des batteries d'une Tesla modèle supérieur, on va dire, c'est supérieur au poids des batteries d'une 2 chevaux, de la 2 chevaux de mon enfance. C'est-à-dire que les seules batteries font autant de poids qu'une voiture urbaine. Voilà, ça devrait quand même faire réfléchir. Nous vous remercions beaucoup. Ce que vous avez dit avec le rapprochement du résidentiel et des lieux de travail, ça c'est venu dans une deuxième étape de maturité. Voilà. Chez nous, nous sommes dans la première parce que nous avons eu la métropolisation après la chute du communisme beaucoup plus récemment. Donc, nous sommes dans le urban sprawl, le monofonctionnel, beaucoup dépendant de la ville centrale, avec beaucoup de navettisme. Il faut développer le transport métropolitain, mais on n'arrive pas encore. Mais on regarde à la France pour rattraper ces 40 ans qu'on a perdus dans le communisme. Nous vous remercions beaucoup. Merci à vous. Domnul Nemțanu a trebuit să ne părăsească pentru că Monsieur Nemțanu a dû nous quitter parce qu'il a eu une urgence. Monsieur Tanase, est-ce que vous voulez nous dire quelques derniers mots liés au problème de l'environnement? Est-ce que vous avez une hiérarchie des villes championnes pour réduire l'impact? C'est difficile de dire. Dans cette campagne de transportation, on a démarré, la raison, en fait, c'était la pollution de l'air. Bucarest, c'est l'une des villes les plus polluées. On a des problèmes et donc c'est très difficile, au moins sur le sujet de la qualité de l'air, c'est difficile d'établir une hiérarchie puisqu'on a une pollution avec d'autres polluants. À Bucarest, il y a des NOx et des particules, mais il y a d'autres villes qui ont de l'industrie. Et donc, il y a une autre sorte de pollution. Pour ce qui est de la transportation publique, des transports publics, je pense que des pas importants sont faits dans les grandes villes comme Bucarest, Cluj, Timișoara. Timișoara, par exemple, discute de restrictionner certains types de véhicules et donc ça pourrait se faire avant Bucarest, qui a renoncé à la discussion pour réduire les émissions. Brașov est aussi une ville très progressiste et il a beaucoup de chance à devenir la première ville avec des bus électriques à 100%. À Bucarest, par exemple, il n'y a aucun bus électrique sur les routes. Il y a seulement des ventes aux enchères qui sont en cours, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à dire, mais je m'arrête ici. Merci beaucoup pour toutes les interventions. C'était une rencontre très intéressante, pluridisciplinaire, avec des perspectives de tous les secteurs, technologie, urbanisme, environnement. On a parlé de grand nombre de problèmes en partant du besoin du changement de la structure modale jusqu'aux moyens de transport moins polluants, des changements technologiques vers la technologie électrique. On a parlé d'un domaine qui m'est familier. Et je remercie le professeur Orfeuille donc sur le rôle de la planification spatiale pour créer des prémices spatiales et fonctionnelles pour changer la mobilité. Donc, les choses doivent être intégrées des deux parties, sinon on ne va pas réussir bientôt à faire cela. Mais les prémices sont très bonnes et promettantes.
prometteuse. Je remercie tous les participants et nous vous attendons au webinaire prochain, vendredi prochain, à la même heure, toujours sur le thème de la mobilité urbaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Miraela, merci à tous les participants et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en ce qui me concerne de toute façon de manière définitive. Ces webinaires font l'objet d'un compte-rendu écrit au-delà de la possibilité de les revoir. Et donc, je pense que ça sera aussi intéressant de pouvoir s'appuyer sur les échanges d'aujourd'hui pour continuer à sensibiliser les autorités publiques sur ce qui peut être fait dans ce domaine. Voilà, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.